Bien, je sais qu'on est à la veille d'un week-end un peu prolongé, qu'on a des provinciaux qui attendent, qui prennent le train, voilà. Donc on va essayer de... Mais on va faire ça sérieusement. Bien, bonjour à tous et tous. Nous poursuivons cette commission d'enquête sur les agences et autres opérateurs de l'État. Et nous recevons aujourd'hui, cet après-midi, Monsieur Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification. Vous êtes le premier membre du gouvernement à être auditionné. Félicitations et merci beaucoup, Monsieur le ministre. 3 auditions suivront dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler à nos collègues que nous recevrons Madame Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics, jeudi 15 mai à 10h30. Monsieur François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le 5 juin à 16h30. Et Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, à une date qui reste encore à caler aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. Monsieur le ministre, votre audition est particulièrement importante pour nous. En effet, vos 3 attributions ont fait l'objet de débats dans le cadre de nos travaux. Si nous étudions les agences, les opérateurs et les organismes consultatifs de l'État, c'est bien pour trouver la meilleure manière d'assurer la mise en œuvre de l'action publique, soit dans l'administration centrale et décentralisée, soit dans des organisations plus autonomes sur le terrain. Dans ce cadre, nous avons vite identifié la question de la fonction publique comme très importante. Ainsi, les agences, comme toute organisation, ce sont d'abord des personnels, de droit public ou privé, qu'il faut réorienter ou reclasser lors de toute opération de fusion ou de transformation. Enfin, le thème de la simplification revient dans presque toutes nos auditions, la complexité du paysage des opérateurs, qui s'ajoute à celle de l'organisation administrative au niveau national, crée de l'incompréhension et de la méfiance chez les citoyens, les entreprises et les élus locaux. Nous avons pu le constater lors de nos 2 déplacements dans le Val d'Oise et dans le Loiret. En outre, le Premier ministre a lancé le 21 février dernier, avec vous-même et Madame de Montchalin, un processus de revue des missions des ministères et de leurs opérateurs. Ceux-ci devaient recenser leurs missions avant de soumettre à la mi-avril un projet de contrat de simplification et d'efficience. Ce calendrier a-t-il été respecté? Quelles conclusions en avez-vous tirées pour ce qui concerne les agences et les opérateurs de l'État? Vous représentez également le gouvernement pour l'examen en séance publique du projet de loi de simplification de la vie économique. L'examen de ce texte a été interrompu à l'Assemblée nationale, mais il doit reprendre à la fin du mois. Quelles leçons en tirez-vous pour les pistes de réforme de l'action publique, notamment en ce qui concerne les commissions consultatives? Enfin, comment ne pas évoquer les propos de votre collègue, Madame Amélie de Montchalin, qui, dimanche 27 avril, a annoncé que le gouvernement allait supprimer d'ici la fin de l'année un tiers des agences et opérateurs de l'État qui ne sont pas des universités pour 2 à 3 milliards d'euros d'économies. Puisque vous êtes les 2 ministres qui semblent être en charge du dossier, pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien d'objectifs partagés au sein du gouvernement? Par ailleurs, pouvez-vous nous donner plus de détails sur les organismes concernés ainsi que sur la manière dont vous comptez arriver à un tel montant d'économie? Avant de laisser la parole à Madame le rapporteur, parce que je pense qu'un propos introductif est tout à fait superflu dans ce type d'audition, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte rendu sera évidemment publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. C'est une formule consacrée. Je vous invite donc à prêter serment à dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « Je le jure, Monsieur le ministre ». Je le jure. C'est parfait, merci beaucoup. Écoutez, je passe la parole directement à Madame le rapporteur pour une première série de questions. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le ministre, effectivement, je vais préciser un peu ce que le Président a indiqué comme les thèmes de réflexion de notre commission. Je vais commencer par une question assez simple. Au moment du projet de loi simplification, vous avez déclaré début avril, le gouvernement est défavorable par principe à la suppression d'agences ou d'opérateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la teneur de ce propos? C'était repris dans la lettre administrative ou dans le BQ, je ne me souviens plus, mais donc vous avez dû le dire à la tribune ou en réponse à une interview.
Monsieur le Président, Madame la rapporteure, messieurs les sénateurs, d'abord, petite précision d'ordre sémantique. J'ai dit cela, j'ai dit dans le cadre de l'examen de la loi simplification de la vie économique, nous ne procéderons à aucune suppression pour une bonne et simple raison. Nous respectons votre travail. Nous respectons votre travail, nous respectons la parole donnée, notamment le 21 février dernier, lorsque le Premier ministre a réuni l'ensemble des directeurs de services, de cabinets des ministres, vous le savez, pour lancer le processus de refondation de l'action publique. Nous avons demandé à ce que l'État fasse le point sur son fonctionnement, sur ses missions, sur leur efficience, sur également, disons-le aussi, parfois, leur potentielle redondance. Et dans le cadre de cette mission que nous avons lancée, nous avons également souhaité nous interroger sur nos agences et autres opérateurs. Et parallèlement à cela, ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, à chaque amendement de suppression d'agences et d'opérateurs qui était déposé par des députés, c'est que j'attendais aussi le rendu de votre travail que vous êtes en train de mener. Parce qu'il va être, je le pense, une capacité d'aide à la décision pour le gouvernement. Et comme la mission que nous avons lancée le 21 février devrait concorder peu ou prou dans son rendu, dans ses conclusions, avec le rapport que vous aurez à rédiger, Madame la rapporteure, je pense qu'on pourra unir nos forces, travailler de concert pour pouvoir y voir plus clair. Monsieur le Président, je viens ici avec une méthode, je le dis, une méthode qui est basée sur l'écoute, l'attente des conclusions, comme je venais de le dire en répondant à Madame la rapporteure. Je veux être dans une démarche qui ne soit pas une démarche de bloc contre bloc, mais dans une démarche de bon sens qui a transcendé les clivages politiques et les groupes. Je veux qu'on se réinterroge objectivement sur la performance de notre système, pas se lancer, et là c'est une réponse claire, dans un objectif chiffré, comptable. Ce n'est pas la méthode que je souhaite. Je ne veux pas aller au doigt mouillé, parce que je pense que ce ne serait pas responsable. Je veux également être dans la précision et dans le respect de la réalité. Est-ce que nos compatriotes qui entendent parler depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années des opérateurs et autres agences savent que parmi ces opérateurs, il y a nos universités, il y a par exemple l'école polytechnique que j'ai visitée il n'y a pas longtemps, qui est quand même un centre de formation des élites de notre pays, et Dieu sait si notre pays a besoin d'élites, comme n'importe lequel des pays. Je veux aujourd'hui dire que je serai totalement étranger à toute forme de caricature dans le cadre des travaux que je mènerai sur cette mission qui, je le sais, est particulièrement chère au Sénat, qui travaille depuis plusieurs mois sur cela. Et chaque projet de transformation, il devrait être rigoureusement justifié par 3 éléments. La lisibilité de l'action publique, la compatibilité culturelle et organisationnelle entre structures, et un plan de ressources humaines claires, parce qu'à un moment, on parle d'opérateurs, on parle d'organismes, mais il y a des femmes et des hommes. Et je suis certes le ministre de la simplification, mais je suis aussi le ministre de la fonction publique, des agents publics, et il s'avère que dans ces opérateurs, dans ces structures, beaucoup d'agents publics y sont présents. Et mon ministère a proposé au Premier ministre une approche différenciée selon la typologie des opérateurs. Je l'évoque ici rapidement parce qu'on va certainement y revenir. Il y a les opérateurs performants de catégorie A, c'est-à-dire, voilà, je pense que Polytechnique, on ne va pas remettre en question son existence, ni même le fait qu'elle fonctionne sous la forme qui est la sienne aujourd'hui. Les opérateurs redondants de catégorie B, c'est sur ceux qui participent à une perte de lisibilité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est très intéressant, oui. Et d'ailleurs vous anticipez un peu ma question suivante qui était la stratégie gouvernementale. Donc, oui. vous nous l'exposez là dans votre réponse, mais un opérateur performant, on aimerait avoir la définition précise de ce que vous dites derrière le mot performant, derrière le mot redondant, et puis j'anticipe la catégorie C, et quels sont les critères que vous avez utilisés pour les classer dans les colonnes A, B ou C.
Voilà. Et après, j'aurai des questions sur la partie ressources humaines, donc on pourra y venir. Alors, sur les performants, c'est tout simplement ceux qui seront, à travers le travail que vous menez, parce que vous êtes en train de le faire, et le travail que nous avons mené du côté gouvernemental, considérés comme des opérateurs qui remplissent leur mission et qui apportent une véritable valeur ajoutée à la fonction publique. Valeur ajoutée. Les redondants, c'est ceux qui participent, donc je vous l'ai dit, à une perte de lisibilité de l'action publique à cause de compétences qui se recoupent entre elles ou de synergies inexploitées. Concernant ceci, des fusions ou des rapprochements entre eux peuvent avoir du sens. Ça peut avoir du sens. Même si ce n'est pas la solution miracle, puisque les fusions ne divisent pas les effectifs en deux. Là aussi, on va avoir aussi une vision RH et une vision comptable. Et après, les opérateurs qui ont été créés pour l'agilité. C'est la catégorie C. Parce que parfois, lorsqu'un opérateur a été externalisé pour contourner certaines rigidités, on doit aussi, je le pense, se poser la question de sa réinternalisation. Cela nous permet de renforcer la prise directe des autorités politiques sur ces opérateurs. À un moment, les ministères ne doivent pas se déposséder de leurs talents et de leurs compétences. Mais c'est au cas par cas. Là, encore une fois, je le dis, je souhaite avoir une vision minutieuse de chacun des opérateurs, de chacune des entités, parce que si on se lance dans une opération de type chiffré, de pourcentage, je ne pense pas qu'on va véritablement aller au fond des choses. Donc, moi, je pense que la gestion de l'opérateur, elle doit se faire comme cela. Si on continue d'avoir une justification de l'externalisation, eh bien, on conserve ce mode de fonctionnement. Par contre, si ça doit revenir dans le giron ministériel, sous l'autorité du ministre, de son cabinet, je pense qu'il ne faudra pas se fermer à cette possibilité. Donc, il y a aussi des opérateurs qui peuvent avoir des missions identiques ou proches. Il faut les mettre en réseau. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'ai un peu débordé, mais d'une certaine manière, je voulais vous parler un peu de la logique et de la méthode que je voulais mener dans le cadre de cette mission et dans le cadre de cet objectif que nous devons tous partager, c'est d'avoir plus de lisibilité dans notre action publique, dans le fonctionnement de nos institutions et également donc dans la dépense qui va avec pour qu'on ait des comptes à rendre à nos concitoyens. Donc je vais revenir sur la stratégie du gouvernement. Donc vous avez évoqué ce 21 février, alors je ne sais pas comment le nom de la réunion, c'était Comité interministériel de l'action publique, de la transformation publique, enfin le statut. Il y a eu effectivement une invitation qui a été faite aux ministres et aux différents directeurs d'administration centrale de réfléchir et regarder ce que faisaient leurs directions respectives et les établissements, opérateurs, agences qu'ils ont sous la tutelle. Il y a des tableaux, enfin c'est plutôt des matrices qui ont été remplies. Je crois comprendre que ces matrices, elles ont désormais été restituées. Il y a une partie des documents qui ont été communiqués aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat. Je crois comprendre que vous disposez d'autres tableaux encore, qui, notamment cette classification des opérateurs en 3 catégories. Est-ce que c'est bien le cas ? Oui. Voilà, donc ça sera, la commission du coup vous demandera transmission de ces nouveaux tableaux. Et ensuite, quelle est la suite de la démarche ? Est-ce que quelqu'un vient questionner le remplissage des tableaux ? Puisque finalement, on a demandé aux parties prenantes de remplir elles-mêmes le tableau. Enfin, j'ai compris que c'était les directeurs et les ministres eux-mêmes qui étaient chargés de remplir la feuille de route ou la matrice de leur ministère. Donc, on peut peut-être aussi se demander, et c'est légitime, enfin, que chacun essaie de défendre sa cause. Et qu'un ministre qui viendrait expliquer qu'en fait dans son ministère rien n'est utile et tout est redondant, ça serait très louable à lui, mais je ne suis pas certaine que... Donc voilà, est-ce que derrière il y a une contre-procédure d'audit qui est en cours ? Est-ce qu'il y a aussi à un moment une sorte d'harmonisation, puisqu'effectivement, suivant le prisme à partir duquel on se positionne, si on est dans un ministère avec un périmètre très large, on va peut-être avoir des regards plus sévères sur les uns sur les autres que quand on a un tout petit périmètre avec finalement 2 opérateurs établissements à comparer entre eux. Et pour faire tout ce travail, quels sont les services transverses du gouvernement qui sont
qui sont mis à contribution. On a compris que la DITP était au cœur de la réflexion. Est-ce qu'on a bien compris sur la méthode et quelles sont les prochaines étapes? Vous avez évoqué un rapport qui doit être consolidé pour fin juin, début juillet. Donc, est-ce qu'il y a d'autres réunions d'étape, un prochain CITP qui est prévu? Le 21 mars, il est allumé. Bon. J'ai envoyé le 21 mars un courrier à l'ensemble de mes collègues en tant que ministre de la Simplification, dans lequel j'évoque aussi ce sujet, mais plus largement, j'évoque tous les sujets qui peuvent être amenés à être portés en binôme avec le ministre que je suis en matière de simplification de la vie de nos concitoyens. Vous avez vu, par exemple, la semaine dernière, j'étais à l'hôtel de Roquelaure, où siège le ministre Rebsamen, pour annoncer des mesures de simplification que d'ailleurs le Sénat connaît bien, puisqu'elles concernaient les élus locaux, et nous avons participé à une réunion en binôme dans l'état d'esprit qui était celui-ci. Et parmi les demandes que je fais également au ministre dans le courrier en date du 21 mars dernier, il y a aussi de faire le point sur l'ensemble des agences et opérateurs qui dépendent de ce ministère par les politiques publiques dont il traite. Je dois bien avouer que la présentation de certains plans ministériels, pour l'instant, était encore incomplète. Je ne donnerai pas de nom. Et pour quelques ministères, une seconde réunion devrait avoir lieu dans le courant de ce mois de mai, et que des arbitrages seront, comme toujours, rendu in fine par le Premier ministre, avec très certainement une validation des plans à la mi-juin. À la mi-juin, probablement sous la forme d'un comité interministériel de la transformation publique, donc CITP. Et le CITP donc, se tiendrait dans le courant du mois de juin, à mi-juin, mais cela reste à confirmer compte tenu d'un grand nombre de comités interministériels à organiser d'ici la fin de l'été. Il intégrerait les plans de transformation ministérielle en lien avec les plans ministériels du numérique qui sont attendus d'ici le salon Vivatech, qui est prévu, je vous le rappelle, la deuxième semaine de juin. Je vous transmettrai naturellement le courrier adressé, si ça n'a pas été déjà fait, à l'ensemble de mes collègues du gouvernement le 21 mars dernier, pour que vous puissiez en prendre pleinement connaissance. Merci. Je voudrais revenir sur la question des ressources humaines. Vous l'avez très justement évoqué en réponse à la première question. On a entendu deux messages assez contradictoires lors de nos auditions. Certains qui nous disent qu'effectivement, une des causes de la création des agences a été la possibilité de pouvoir contourner le cadre d'emploi de la fonction publique, de pouvoir recruter soit des agents contractuels, soit des agents publics en position de détachement, donc avec des conditions de rémunération plus élevées qui permettent soit d'attirer des compétences spécifiques notamment. Et on a entendu à l'inverse d'autres discours nous disant que tout ceci n'était plus d'actualité, que désormais les emplois, on était rémunérés de la même manière qu'on soit en PNA dans son administration ou qu'on soit en détachement chez un opérateur. Qui doit-on croire? Bon, il faut d'abord veiller à une chose, ça c'est encore une position qui est la mienne, c'est que ces opérateurs, ces agences, au final, ne dépossèdent pas les ministères des meilleurs talents. Enfin, moi en tout cas, je le dis, les meilleurs profils issus de l'administration centrale, ils n'ont pas vocation systématiquement à être captés par rapport aux avantages qui peuvent être fournis, notamment en matière salariale, disons-le très clairement, en matière statutaire, dans ces agences et autres opérateurs. C'est une étape qui peut être enrichissante dans une carrière d'agent public, de haut fonctionnaire, très certainement, mais encore une fois, je préfère que les meilleurs soient au service de l'État central. Il faut le dire, dans la recherche d'agilité, puisqu'on parle de RH, il y a quand même eu une certaine forme de dérive qui a pu s'installer. Je le dis devant votre commission. Il devient nécessaire de mieux encadrer les régimes indemnitaires et avantages spécifiques, parfois fournis, parce que nous le devons à nos concitoyens, à nos compatriotes. Et il conviendra sans doute de faire évoluer le processus d'identification
d'audition et de nomination des dirigeants de tutelle sur un schéma analogue à celui actuellement en vigueur pour les directeurs d'administration centrale. La question du recours au contractuel aussi, c'est vraiment un sujet qui est important. Elle doit être examinée tant au sein des opérateurs que de l'État, en s'appuyant sur le cadre posé par la loi de 2019. Ce recours offre aux opérateurs une marge de gestion plus importante, qui n'enlève cependant rien au fait qu'un opérateur doit piloter sa masse salariale et se tenir à un plafond d'emploi. Le gouvernement n'y est pas opposé, mais il est nécessaire de veiller à un équilibre entre fonctionnaires et contractuels avec des proportions comparables à celles des ministères. Est-ce que vous m'avez déjà posé aussi la question sur... Juste, j'aimerais, parce que là, aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment répondu sur qui dois-je croire. Est-ce que les choses ont changé ou est-ce qu'on est toujours dans ce régime-là ? Ensuite, qu'est-ce que vous comptez mettre en place ? Parce que les meilleurs profils n'aillent pas dans les agences. Enfin, aujourd'hui, un bon profil, il y a un moment, il regarde aussi la rémunération qu'on lui propose, parfois pour faire quand même des missions très similaires, qu'il soit le directeur de l'administration centrale ou le directeur d'une agence ou d'un opérateur. Et la différence, c'est quand même ce qu'il a sur sa feuille de paye à la fin du mois. Et par ailleurs, vous évoquez le cadre de 2019 et l'équilibre qui doit s'observer. Alors à ce moment-là, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, dans une agence telle l'ADEME, on est seulement 4% d'agents publics et que tout le reste soit des contractuels? Il ne me semble pas que la composition du MTE, ce soit 4% d'agents publics et tout le reste de contractuels. Alors, ce que vous me posez comme question, là, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à suivre ça. Alors, qui devez-vous croire ? Moi, je vous demande de me croire. Ce serait bien normal, puisque vous avez rappelé tout à l'heure à quel point, si je mentais, je pourrais avoir des difficultés. Donc, en tant qu'avocat de formation, je me garderais bien de venir faire le faux témoin. Ce que je vous demande, c'est donc de me croire. Je vais vous expliquer, il y a quand même beaucoup de... C'est le ministre de la Simplification qui vous en parle. Il y a beaucoup de complexité dans ce système. Vous avez l'État via ses ministères de tutelle qui exerce déjà quand même un contrôle rigoureux sur un certain nombre de choses. Même si je pense, et là encore une fois, je n'engage pas forcément toujours la parole du gouvernement, on a aussi je pense qu'on doit faire mieux, on doit faire plus pour contrôler, parce que dans certains organismes, il est vrai, il est démontré, il est attesté qu'un certain nombre de dérives existent. Et que nous devons, encore une fois, lorsqu'on tient un discours sur nos finances publiques, qui est celui que vous pouvez entendre, que vous avez encore entendu lors de la séance de questions au gouvernement de cet après-midi, bien, ça doit être à tous les étages. Donc, l'idée, c'est d'avoir un suivi et d'une gestion davantage unifiée des ressources humaines à l'échelle de l'administration centrale et des agences. C'est pertinent, ça soulève des enjeux de mise en œuvre complexes, parce que l'État, via ses ministères, je vous le disais, exerce déjà ses missions de contrôle. Et vous avez la commission interministérielle d'audit salarial du secteur public. Excusez-moi, c'est un terme, voilà, CIASSP, qui suit l'évolution d'un autre terme, rémunération moyenne des personnes en place, le RMPP. Dans 85 organismes, elle fournit des comparaisons utiles aux tutelles. Il serait souhaitable, de mon point de vue, d'élargir ce dispositif et de lui conférer de réels leviers de modulation pour renforcer son efficacité. Je pense que le gouvernement, en tout cas ce sera soumis à l'arbitrage du Premier ministre, sera amené, si nous sommes suivis sur cet arbitrage, à agir de la manière suivante. En conclure qu'à ce stade, il y a encore des choses à faire et que vous avez l'air plutôt de pencher dans le sens de dire qu'il y a des écarts de rémunération entre l'administration centrale et les opérateurs qui peuvent justifier pourquoi certains sont très attachés à la question des opérateurs, agences, établissements et autres structures de ce type. Je reviens sur le projet de loi simplification. Le gouvernement, par votre intermédiaire, a porté un amendement pour prévoir une clause d'extinction automatique des comités consultatifs. Estimez-vous que la même clause devrait être mise en place pour les structures plus pérennes, ou en tout cas avec statut juridique, tels les opérateurs, les agences ?
La clause d'extinction, elle est adaptée aux instances consultatives pour lesquelles il est normal de questionner à échéance régulière l'utilité, le bien fondé. Pour les opérateurs qui gèrent une politique publique, une approche identique n'a pas de sens. Car par la nature même de leur mission d'intérêt général, leur action s'inscrit dans un temps long. Cependant, le gouvernement porte une approche analogue dans sa finalité. Dans les 3 ans, un bilan formel d'activité devra être produit. C'est ce que nous voulons demander à l'ensemble des opérateurs qui seront maintenus, conservés. Si l'opérateur ne satisfait pas aux obligations de performance, automatiquement, l'idée c'est que le dirigeant ou la dirigeante ne soit pas reconduit. Il y aura des comptes à rendre. Et je pense que si demain on fait planer cette menace sous le dirigeant de l'organisme, le compte rendu sera fait, et je l'espère fait correctement. L'introduction d'un moratoire sur la création de comités et commissions consultatives et ou sur celle d'agences peut être également à l'étude du gouvernement. Il n'est pas formalisé, mais de fait il existe, parce que le gouvernement va devoir, je pense, être vigilant aux demandes de création d'organismes, tout en gardant une capacité d'adaptation en cas de besoin exceptionnel. Vous savez, on a eu des crises, et parfois des organismes créés spécifiquement pour eux, pour faire face à ces crises, sont créés. Donc, je peux vous donner des exemples. On a supprimé, alors c'est pas une agence ou un opérateur. J'ai eu toutes les peines du mal à convaincre certains députés de supprimer un comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'était il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. J'ai même eu aussi quelques difficultés à supprimer le comité Covid-19. Il y avait beaucoup de députés qui se sont exprimés pour dire que je faisais folie. Donc vous imaginez bien également que sur les opérateurs et agences, vous allez avoir aussi quelques résistances. C'est pour ça qu'on pourrait inverser la logique et leur prévoir une durée de vie limitée, parce que vous me dites que c'est justifié pour les comités consultatifs, mais pas forcément pour le reste. Alors comment est-ce qu'on peut justifier de créer l'EPIC Notre-Dame sans lui prévoir une clause d'extinction? Comment on peut justifier de créer, par exemple, la Solidéo sans lui prévoir une clause d'extinction, vu qu'on est quand même sur des objets à durée de vie très limitée? Et on nous citait encore lundi l'exemple d'un Jeep qui a été clôturé X années après la réalisation de l'événement qu'il portait. Donc c'est pour ça que je vous repose la question. Est-ce que vous maintenez que l'idée d'une clause d'extinction n'est pas pertinente pour ces structures? Il faut faire au cas par cas. Moi, je vais vous donner l'idée que j'ai. Quand vous avez un comité, un opérateur qui est créé pour un cas bien précis, celui que vous citiez n'est pas totalement inadapté à la démonstration. Évidemment qu'une fois que les travaux sont terminés, une fois que la menace, s'il est créé dans le cas d'une menace telle ou telle nature, est évacuée, là, je pense que la clause d'extinction doit être dans, je dirais, l'acte de naissance de la structure. En revanche, il y a des problèmes qu'on aura toujours. Il y a des politiques publiques qu'on devra toujours mener. Et à mon avis, celle-ci, si on en crée de nouvelles, à travers notamment, par exemple, des fusions, puisque peut-être que les travaux que vous allez mener et que nous mènerons, nous, de notre côté, à un moment, vont se rencontrer, et qu'on va procéder à des fusions, etc., d'agences ou d'opérateurs qui font peu ou prou la même chose ou qui traitent de la même périphérie. Je ne pense pas qu'il sera de bonne politique de prévoir leur clause d'extinction, parce que si on la prévoit et que les missions sont inscrites dans un temps long, il va falloir qu'on revienne pour dire non, finalement, on vous recrée. Donc je crois qu'il faudra qu'on crée un mécanisme qui fasse vraiment, qui sépare le bon grain de l'ivraie. Voilà. Vous venez de parler politique publique, et c'est une question centrale de toutes nos auditions et de nos travaux. On voit bien que quand on parle de la question des agences, on parle en fait en creux de la simplification administrative et du point d'entrée, de qui est l'interlocuteur de l'État, qu'on parle d'un citoyen, d'une entreprise ou d'une collectivité. En novembre dernier, il me semble, une mission temporaire avait été confiée à Véronique Louwagie sur la simplification administrative comme source de réduction des dépenses de l'État. Quelle suite a été donnée à
à cette mission, étant donné que, bien évidemment, la personne qui en avait la responsabilité n'a pas pu l'effectuer. Alors bon, vous avez vu, bon, effectivement, ma collègue, ministre Louwagie, a été nommée au gouvernement alors qu'elle était à la tête d'une mission d'information qui concernait effectivement la simplification administrative comme source de réduction des dépenses de l'État. Le Premier ministre, vous l'avez vu, il a mis la simplification dans son discours de politique générale. Il en a encore reparlé durant le week-end dans un hebdomadaire qui a fait parler de lui, de par l'interview qu'il lui a donnée. Vous voyez bien que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une attention particulière qui est menée. J'ai communiqué en marge du Conseil des ministres. J'ai essayé de définir une feuille de route portée en binôme avec chacun des ministres. Il y a aussi Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, qui a été reconduit d'une certaine manière dans une mission de recherche, de simplification. Le gouvernement, il partage pleinement le double enjeu, notamment du rapport qui a été intitulé « La rationalisation de notre administration comme source d'économie budgétaire », puisque c'était deux députés, Véronique Louwagie et Robin Reda, qui l'avaient co-construit. Il préconisait un certain nombre de choses je crois que à travers le double enjeu de ce rapport, dans le cadre de la refondation de l'action publique, c'est comme ça que s'appelait la démarche qui a été lancée le 21 février. C'était le titre, c'est ça, refondation, mission de refondation de l'action publique. Le Premier ministre donnera son agenda. Donc, je ne sais pas si. Après, c'est aussi une mission qui peut être reprise. Et comme on en est au stade où je vous dis toute la vérité, j'ai entendu même quelques rumeurs, parfois comme quoi le suppléant de Madame Louwagie pouvait éventuellement être chargé de reprendre cette mission. Je l'ai entendu. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'était attesté et si c'est la décision qui sera prise. Mais à ce stade, nous nous appuyons vraiment sur la méthode que nous avons définie depuis le 21 février, notamment en la matière. On compte également sur M. Ravignon, que j'ai rencontré personnellement, qui était d'ailleurs au Roclore de la simplification, qui a ouvert l'après-midi, si mes souvenirs sont exacts, c'est le premier à avoir pris la parole, juste avant même le ministre qui était à puissance, qui nous accueillait, et moi-même. Donc nous comptons également nous appuyer sur les travaux du maire de Charleville-Mézières. Donc à ce stade, je comprends que vous avez pris connaissance du rapport parlementaire de nos collègues de l'Assemblée nationale, mais que sur la mise en œuvre des préconisations qui étaient faites, rien n'a été acté dans un sens ou dans un autre pour en retenir certaines ou pas, et que sur la mission temporaire de simplification, pour l'instant, elle est abandonnée dans la forme telle qu'elle avait été envisagée à la fin de l'année 2024, et que c'est finalement Boris Ravignon que notre commission d'enquête recevra la semaine prochaine, qui est chargé de poursuivre ses travaux remis déjà l'année dernière sur la question de la simplification. Surtout sur les collectivités. C'était sur les collectivités, mais quand on parle de collectivités, on parle quand même aussi de simplification et peut-être une dernière question avant de permettre à mes collègues de vous interroger également. Est-ce que dans l'ensemble de vos travaux, vous vous êtes posé des questions sur ce que devait être la taille critique ou la taille opportune d'une structure hors du giron de l'État? Je pense que de toute manière, nous allons être dans l'obligation de nous poser cette question. Je me la pose. Durant le débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale, et en commission et au Parlement, vous avez un certain nombre de parlementaires qui ont souvent cité l'exemple de quelque chose qui nous évoque à tous dans notre histoire, un grand opérateur, une grande agence d'aménagement du territoire, la DATAR. Et souvent, l'argumentaire de ces parlementaires, lorsqu'ils proposaient la suppression d'un certain nombre d'opérateurs, c'était de dire recréer la grande DATAR, arrêter de multiplier à tous les étages les agences et opérateurs. Vous savez, je ne vais pas citer les vilains petits canards, que je ne considère pas comme tels, mais vous avez des organismes et des agences qui reviennent souvent
dans la bouche d'élus, y compris d'élus locaux dont je fais partie et j'ai fait partie de chefs d'exécutifs locaux, où on se dit on aimerait bien pouvoir taper à la même porte et avoir le bon numéro de téléphone pour pouvoir savoir vers qui s'adresser. Et ce serait bien d'avoir quelque chose qui regroupe vraiment la crème de la crème pour pouvoir avoir la bonne agence qui parlera de tous ces enjeux d'aménagement du territoire. Alors la taille critique, d'abord, c'est effectivement c'est la taille critique en nombre d'agents au service. Il ne faudrait pas qu'on crée des États dans l'État. Moi, c'est en tout cas mon point de vue. C'est-à-dire que si demain vous avez une agence qui va avoir tellement d'agents qu'elle sera plus puissante qu'un ministère, exemple, un ministère de l'aménagement du territoire, parce que moi je crois véritablement à la notion d'aménagement du territoire, dont François Rebsamen a la responsabilité aujourd'hui, je pense qu'on affaiblirait le politique, le ministre, au profit d'une agence. Et ça, je pense qu'il faut faire particulièrement attention à ça. Parallèlement, et d'une manière contradictoire, je pense que, et ça c'est encore le ministre qui s'exprime sans pour autant être sûr d'être suivi dans tous les arbitrages, à Dieu ne plaise, je pense qu'avoir un saucissonnage, une forme de constellation d'agences, d'opérateurs destinés à porter une réflexion et des solutions sur l'aménagement du territoire, c'est pas ça non plus, parce que ça dilue. Donc il faut trouver le juste milieu et le juste équilibre. Et c'est là tout l'objectif que nous nous sommes fixés à travers la remontée d'informations que nous avons demandé à l'ensemble des services de l'État centralisés et déconcentrés au mois de février dernier. Et je vous le dis encore, puisque j'ai commencé là-dessus, je vais suivre de très près les conclusions qui seront rendues par votre commission d'enquête. Et puis je vous rappelle aussi, sans citer de nom, parce que je n'aime pas en bon français pratiquer le name dropping. Je pense que c'est ça dans la méthode, c'est ça aussi qui va provoquer le désordre. Vous savez pourquoi? Parce que dès que vous prononcez le nom d'un organisme, les anticorps se forment. Et si vous voulez véritablement arriver à bout, et j'ai discuté pas plus tard qu'hier avec un haut commis d'État qui avait, en son temps, essayé d'aller sur des grandes fusions et rapprochements. Il a échoué, pourquoi? Parce qu'à un moment, il y en a un qui a senti qu'il était vraiment dans le viseur. Il a réussi à sauver sa peau, excusez-moi l'expression, et ça a fait contagion, et les autres ont dit pourquoi pas nous aussi. Et en réalité, le projet de fusion et de rapprochement a fini par ne pas aboutir. Donc moi, je le dis aujourd'hui, la méthode aussi, c'est de ne pas justement créer les résistances en ne désignant personne du doigt. Mais je peux vous le dire, encore une fois, le travail que vous êtes en train de mener sera une source plus que d'inspiration. Et je vais même aller plus loin. Madame la rapporteure, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, le gouvernement, vous êtes bien aperçu, est toujours enclin à pouvoir donner la main aux parlementaires, notamment par la production législative. Et il ne me paraît pas totalement infondé demain que ce soit une proposition de loi et pas forcément un projet de loi qui donne le là et du moins permette, en co-construction avec le gouvernement et les parlementaires intéressés à la matière, d'avancer sur ce sujet. Juste peut-être pour permettre ces fusions, suppressions, est-ce que vous envisagez aussi, ou est-ce la nécessité de faire évoluer peut-être encore une nouvelle fois le cadre d'emploi de la fonction publique? Parce qu'on voit bien que sur un certain nombre de sujets, et vous le disiez d'ailleurs très justement, fusion ou même suppression ne dira pas automatiquement économie, parce que notamment dans toutes les structures où on a des agents publics, et l'ADEME a un cas particulier, je vous disais 4%, 96%, mais on a d'autres structures où c'est plutôt largement l'inverse. Est-ce que ça, c'est une question que vous vous êtes posée? Et si oui, quelles sont les pistes d'évolution que vous avez identifiées? Vous savez, d'abord, je dois vous confesser qu'au bout de quelques 4 mois et demi de présence au gouvernement, je me suis aperçu que chaque ministère avait son propre climat. Et que le cadre notamment d'emploi dans les ministères pouvait varier en fonction des directions ministérielles dans lesquelles nous nous trouvons. Voilà, il n'y a pas une unité de point de vue. D'ailleurs, je le vois dans le cadre d'une autre réforme assez importante qui est celle
des complémentaires santé prévoyance, c'est pas forcément unifié, c'est même plutôt le contraire. Donc il n'y a pas toujours une lisibilité qui est d'une très très grande simplicité en la matière. Donc je ne prendrai pas ce que je peux vous annoncer en revanche aujourd'hui, parce qu'ils sont prévenus en guise de bonne volonté, c'est une première proposition claire que je ferai de regroupement, puisque à un moment les valeurs d'exemple, c'est pas une désignation de bouc émissaire, mais c'est vraiment l'état d'esprit qui préside au ministère, et c'est la proposition que j'ai faite, et les principaux concernés le savent. Aujourd'hui, les IRA, Instituts régionaux d'administration, il y en a 5. Ces 5 établissements publics distincts, on va proposer la fusion en un seul. Je ne pense pas que ça soit insensé. Je pense que c'est plus lisible. Ils sont prévenus. Voilà un peu l'état d'esprit qui va être le mien dans le cadre des travaux qu'on mènera. Mais là, vous attaquez à un sujet facile, parce que la diversité des emplois dans les IRA est quand même extrêmement faible. Donc vous ne risquez pas trop d'avoir un alignement par le haut des rémunérations, ce qui a été toujours le gros problème de toutes les fusions antérieures. Ou alignement des statuts. On gravit toujours la montagne par le début, c'est-à-dire par le sol. Et puis ensuite, on monte vers les cieux. En faisant ça, on a fait -4 déjà. Voilà. Je sais que Hervé Reynaud a une intervention. Oui, participer au questionnement de la commission. C'est vrai que la raison d'être de la commission, c'est sans doute initialement de rechercher des économies, mais aussi trouver surtout de l'efficacité dans l'action publique. Et le 28 avril s'est tenu le reclore de la simplification. Et vous l'avez dit aussi, les sources de complexité dans l'action publique, elles résident dans l'empilement des strates. C'est ce que vous avez pu dire. Par contre, effectivement, en termes de méthode, on voit qu'il y a plusieurs catégories d'instances. Nous sommes retrouvés sur les bancs pour les comités Théodule. Moi, je suis très heureux. On en parlait en aparté avec mon collègue Guillaume Chevalier sur cette clause, si ce n'est d'extinction ou d'obsolescence, avec une revue d'effectifs un peu très régulier, qui nous permettrait quand même de mettre à jour l'ensemble de ces instances et qu'elles puissent s'éteindre lorsqu'elles ont fait leurs œuvres. Voilà, je pense que c'est effectivement une bonne politique. Par contre, dans le cadre de la démarche de simplification, vous avez également déclaré que le pays est obèse de sa bureaucratie. Et pendant des années, nous avons essayé les régimes minceurs et la médecine douce. Il nous faut désormais passer à une étape supérieure. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter cette démarche? Parce que là, ça paraît un petit peu plus brutal et un petit peu plus ambitieux. Donc, si vous pouviez un petit peu décrire votre pensée lors de ces déclarations. Sur la clause d'extinction pour les comités Théodule, première chose. La vérité, je vais vous dire, et je parle autour de mes collaborateurs, que l'écriture législative qui a été votée, je l'ai défendue au banc, me pose un problème de juriste. Je vous invite à la revoir. Je ne pense pas qu'elle soit écrite comme il se doit. En interministériel, on avait proposé d'autres écritures, notamment émanant de mon cabinet. Ça n'a pas été la version retenue. Mais le principe, pour moi, est le bon concernant les comités. Je crois qu'à un moment, il faut fixer un certain nombre de règles. Alors, le problème, c'est qu'ensuite, ça ne peut pas revenir tous les ans devant le Parlement. Je pense que le problème, c'est qu'on a déjà quand même des travaux redondants. Il faut essayer de trouver une formule qui nous permette, je pense, d'avoir une clause d'extinction. Et peut-être que le texte tel qu'il est aujourd'hui verra quel est son avenir, notamment sur une CMP. On peut envisager peut-être une écriture plus performante. C'est mon point de vue à titre personnel et en tant que juriste. Alors là, on élargit le spectre. Je sors de la commission d'enquête à laquelle je participe avec vous aujourd'hui, puisqu'on parle vraiment du sujet de simplification. L'administration, j'en suis le ministre. Je le dis encore une fois, moi je suis fier d'être le ministre des agents publics de ce pays. Il y a des personnes formidables que je croise dans chaque déplacement, dans nos hôpitaux, dans nos prisons, dans nos établissements scolaires, dans nos collectivités territoriales. Je suis ici au Sénat, vous savez très bien le trésor que représentent des agents publics communaux, intercommunaux qu'on peut rencontrer, départementaux ou encore régionaux. Ceci étant dit, parfois, notre manière de fonctionner provoque des excès. C'est un peu comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le cholestérol, il y a le bon, il y a le mauvais.
Et pour moi, le mauvais cholestérol de la fonction publique, ça peut être parfois une forme de bureaucratie. La bureaucratie, c'est quoi? C'est ces normes qui se contredisent, qui rendent un peu dingues nos concitoyens, nos entreprises, nos associations, nos élus locaux, qui leur enlèvent l'envie parfois d'avancer sur leur projet, voire même de commencer l'ébauche d'une réflexion de projet. Parce qu'ils se disent, voilà, on va rencontrer tellement d'embrouilles, tellement d'injonctions contradictoires, tellement de complexité, qu'on va se décourager, on est déjà découragé. Et je vais le dire, les agents publics de ce pays, ils ne sont pas non plus les premiers supporters de cette manière de fonctionner. Ils l'appliquent parce que c'est ainsi que leur cadre d'emploi est fait. Ils appliquent les règlements, ils appliquent la réglementation, parce que sinon c'est une faute professionnelle. Mais je suis sûr que dans 95% des cas, ils se disent, voilà, cette loi, enfin cette règle, elle est pas utile, et on aimerait faciliter la vie des gens qu'on a devant nous au guichet. Donc il doit y avoir peut-être 5% de sadiques, comme dans n'importe quel corps de métier, comme il peut y avoir des ministres sadiques ou peut-être même des parlementaires sadiques. Ils sont très minoritaires, infiniment minoritaires. Donc l'obésité bureaucratique, c'est aussi ça. Voilà, c'est ces empilements. Et moi, j'ai défini une méthode. Je vais vous dire, d'abord, il y a ce que le gouvernement doit faire lui-même. Niveau réglementaire, on a du boulot à faire. On devrait vraiment, charité bien ordonnée commence par soi-même, on a du travail à faire. Je suis, vous le savez, issu de la tradition parlementaire aussi. Les parlementaires, de mon point de vue aussi, ont un examen de conscience à réaliser de manière permanente sur chaque texte. Parce que je considère aujourd'hui, avec l'expérience parlementaire qui est la mienne, que parfois on ne regarde pas comment on rédige la loi, pas suffisamment. Il n'y a pas l'effort qui doit être fait en matière de rédaction législative. Je vous donnais un exemple tout à l'heure que j'ai défendu au banc concernant les clauses d'extinction. La rédaction juridique de l'article me questionne en tant que juriste. Là, je parle vraiment en tant que juriste, pas en tant que législateur, en tant que juriste. Ensuite, je crois qu'il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées. Vous voyez, on fait souvent ce qu'on appelle le DADU sur toutes les normes européennes. Vous avez un périmètre très large. Moi, ce que je proposerais, c'est qu'on le fasse pour des éléments de simplification à intervalles réguliers. Comme ça, au moins, vous n'avez pas le problème du périmètre et pas de possibilité de caver les législatifs, comme si... je vous en ai parlé déjà, on pourrait en avoir peut-être sur la loi simplification de la vie économique. Et d'ailleurs, la présence de l'article 1er pose une forme de questionnement dans une loi de simplification économique, de mon point de vue, encore une fois. On parle en toute liberté. Donc, forme de texte très large, au périmètre très large, à intervalles réguliers, comme on le fait sur les DADU, moi, je pense que ça aurait du sens, parce que de toute manière, il n'y a pas de grand soir. À quelqu'un qui me demandait est-ce qu'un jour la simplification s'arrêtera, moi, je dis jamais. Elle ne peut pas s'arrêter, parce que c'est un examen de conscience permanent, c'est une forme de revue des politiques publiques existantes et donc également des productions législatives existantes. Après, vous avez aussi d'autres possibilités, et là encore je m'exprime en mon nom, on peut aussi saisir les Français par référendum sur des éléments de simplification. Ce n'est pas totalement, puisque les référendums sont cités aujourd'hui comme un outil dont nous n'usons pas véritablement, puisque le dernier, avec un résultat certes assez funeste, il s'est déroulé il y a 20 ans, je pense qu'à un moment, les Français sont suffisamment intelligents, parfois bien plus que leurs dirigeants en matière de politique, pour être devant leurs responsabilités avec des sujets de leur quotidien. Donc il y a aussi la saisine du peuple en méthode de simplification sur un certain nombre de sujets qui, à mon avis, peut être une piste à ne pas balayer d'un revers de main. Et ensuite, il y a aussi une question, je crois, un examen, encore une fois, le gouvernement doit le faire lui-même, c'est les questions de surtransposition, monsieur le sénateur. Voilà. Moi, j'ai fait ces dernières années 3 salons de l'agriculture, 2 en tant que président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, 1 en tant que ministre le dernier, l'avant-dernier dans des conditions que je n'ai pas besoin de vous rappeler. Nous sommes tous attachés à nos terres agricoles et au travail qui est effectué par celles et ceux qui en vivent et qui nous font vivre avec. Il y a de la colère, et cette colère, elle est souvent due aussi à notre capacité, celle-ci est française, donc on a une remise en question à faire sur nous-mêmes, de surtransposer des normes, de les rendre encore plus compliquées qu'elles ne le sont déjà, notamment lorsqu'elles parviennent de Bruxelles dans le cadre de l'Union européenne. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut affronter de face en matière méthodologique. Donc voilà, encore une fois, je vous dis, préventivement, sur la production normative, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau parlementaire,
faire attention à être le moins bavard possible. Je pense que c'est quand même une vérité. Quand il y a les décrets d'application, faire aussi en sorte qu'ils soient écrits correctement, parce que qu'ils soient écrits tout court, parce qu'on a du retard sur certains décrets d'application de textes définitivement votés par le Parlement. C'est connu, c'est public. Sur le réglementaire, commencer vraiment à agir pour avancer là-dessus. Et puis pourquoi pas, des fois, de proposer de grands moments annuels à travers des textes suffisamment larges d'un point de vue périmétrique pour y aller. Et si on considère que c'est vraiment un sujet d'importance pour la nation qui justifie un débat politique tranché par les Françaises et les Français, en appeler au peuple par voie référendaire. Christophe Chailloux, tu avais... Non ? Je reprends la parole. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de la fonction publique. Est-ce que vous pensez pouvoir être en capacité de dire où se trouve l'ensemble des agents publics ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà, je suis bien rassurée. Sûr que non. Et je me suis même laissé dire qu'il y avait je n'ai pas de chiffre exact, mais il y avait aujourd'hui des agents publics sans affectation, en nombre suffisamment nombreux pour interpeller le ministre, même si je ne me hasarderai pas à donner des chiffres, puisque je ne suis pas certain de leur source, mais ce n'est pas 200 personnes, c'est plus. Voilà, si vous voulez avoir un ordre de grandeur. Et c'est souvent aussi des personnalités qui sont dotées du statut de hauts fonctionnaires, donc pour être beaucoup plus utiles s'ils avaient une affectation. Donc, je suis pas on est d'accord. Donc là, on est clairement sur une question de coût pour l'État ou enfin, est-ce que vous avez dans l'idée quand même de prendre des mesures pour ça et déjà pour avoir une meilleure connaissance de où sont les agents publics et de leur statut surtout ? Bien sûr. Alors, si le temps m'est donné. Encore une fois, je veux dire, je suis arrivé ici aujourd'hui. C'est pas un esprit de rigidité de ma part ou une forme de frilosité. Je suis tout sauf frileux. Les gens qui me connaissent le savent bien. C'est l'esprit de méthode que j'ai. Et essayer de ne pas mettre le feu à tout va. Si j'ai un peu de temps, il s'avère que les ministres vont et viennent assez rapidement ces derniers temps. Ça ne vous a pas échappé et ça ne m'a pas échappé à moi non plus. C'est effectivement trouver les moyens ministère par ministère parce qu'ils n'appartiennent pas tous au même ministère la plupart du temps, c'est fonctionnaires, c'est hauts fonctionnaires, pour mettre un peu effectivement d'ordre. Il y a toujours besoin de remettre d'ordre. Alors je ne vous dis pas qu'on est dans une anarchie complète et que plus rien n'est piloté parce que ce serait gravissime, mais il est vrai que parfois il y a un certain nombre de choses qui ne sauraient être comprises par nos compatriotes parce qu'au tout début, au commencement, elles ne sont pas totalement bien comprises par les ministres. Moi, le premier. Donc, c'est une question de temps. Je pense qu'en réalité, il y a eu différentes strates au fur et à mesure qui se sont superposées les unes sur les autres. C'est comme tous toutes ces normes et autres règlements qui parfois peuvent constituer le pire cholestérol qu'on ait en matière de bureaucratie, comme je le disais tout à l'heure. Et je crois également qu'il y a des gens qui et là encore une fois, on va parler de personnes qui sont très peu nombreuses, je l'espère, mais qui trouvent les failles dans le système, qui passent à travers les radars, à travers les mailles du filet. Et puis vous savez qu'on a fait un travail, j'ai demandé quand même à la Dièse, vous savez, cette direction, de faire un travail là-dessus. On a une cartographie RH à réaliser, comprendre où sont nos agents en sommeil, parce qu'il y a des agents en sommeil, là je vous le dis, je ne vais pas mentir à la commission, et trouver les meilleures affectations possibles, parce que ce n'est pas acceptable qu'il y ait des agents qui soient en sommeil alors qu'ils ont encore des années, ils doivent encore des années de service à la collectivité. Ce que vous dites en creux, c'est que la Dièse, qui a été créée il n'y a pas si longtemps, ne remplit pas encore parfaitement ses missions. Elle remplit une partie de ses missions, mais comme elle a été créée il y a quelques années, après, moi je vais vous expliquer les outils qui souffrent le plus, c'est les outils dont on ne se sert pas. Il faut s'en servir, il faut donner des missions, il faut écrire les choses clairement, les cadres de mission clairement, et attendre que le rendu soit fait. Je vais poursuivre sur une autre direction interministérielle de ce type, qui est la DITP. Oui. Donc on a créé la DITP pour justement aider l'État à se transformer. La DITP, c'est la succession de la DGME, enfin voilà, dans une longue histoire qui a plusieurs dizaines d'années,
Et force est de constater qu'un peu comme la Diese, aujourd'hui, un certain nombre de structures publiques continuent à devoir faire appel à de l'expertise privée, alors même qu'on a la Diese pour les grands projets de transformation, alors même qu'on a la DIMNUM pour les grands projets informatiques, alors même qu'on a le CEREMA pour l'expertise technique, et je pourrais poursuivre la liste comme ça pendant longtemps. Donc comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, les structures publiques n'arrivent pas à trouver l'expertise dont elles ont besoin parmi les autres structures publiques et qu'on continue à payer des cabinets de conseil ou d'expertise ou d'ingénierie de nature privée? Alors, je vais commencer par un exemple bien précis. Vous le savez, la semaine dernière, à Marseille, le Premier ministre, en compagnie de votre ancien collègue, ministre des Transports, Philippe Tabarot, annonçait un plan structurel en matière de transport. Dans le temps, la méthode organisationnelle pour pouvoir tout balayer, tout organiser dans le temps, aurait peut-être été donnée à une entreprise externe, à l'État. Mais il s'avère que ce sont mes services, et notamment la DITP, qui ont été mandatés en tant qu'agence de conseil interne pour faire en sorte que cette mission que le ministère des Transports s'est vu doté par le Premier ministre, eh bien en tout cas l'organisation, parce que vous allez avoir des tas de consultations d'élus locaux, d'entreprises, etc. dans le cadre de ce projet, eh bien que tout ça soit fait par l'État, pour l'État. Vous savez qu'on a divisé par 3 les dépenses liées à l'utilisation du recours à ces cabinets externes depuis un certain temps. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut veiller à agir en interne le plus souvent possible. Vous savez, le général de Gaulle avait envoyé, je vous parlais tout à l'heure en mauvais français, de name dropping, je m'en veux quand je fais ça. Le général de Gaulle, cette fameuse lettre qu'il envoie à Pierre Messmer sur l'utilisation de la langue de Shakespeare, en s'en plaignant à juste titre. Et il y a cet ajout manuscrit, c'est-à-dire que le français soit utilisé chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire dans tous les cas. Bon, voilà. Je ne sais pas si on arrivera dans tous les cas à faire en sorte d'avoir une production interne. La DITP, pour le citer, moi, depuis ma nomination au gouvernement, je vais être d'une honnêteté confondante vis-à-vis de vous. Je connaissais très mal la DITP avant de devenir le ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification. J'avais une vague idée. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises. J'ai vu l'ensemble des missions exercées. Je pense que c'est quelque chose, c'est une direction qui a produit, d'ailleurs dans le cadre de la revue d'effectifs que le Premier ministre a souhaité le 21 février dernier, c'est la DITP qui a été chargée. Je peux vous dire que les délais ont été respectés puisque les informations sont remontées. C'était elle qui coordonnait l'ensemble des missions. Puis vous avez France Simplification aussi, sous l'égide de la DITP. Et moi, j'espère que France Simplification va commencer à prendre son essor. Donc, à terme, effectivement, c'est réduire au maximum les coûts liés au recours à des opérateurs extérieurs. Je ne sais pas si ce sera dans tous les cas, mais en tout cas, le plus souvent possible. Merci d'avoir parlé de cette question de l'usage du français. Il ne vous aura pas échappé que je vous avais interpellé sur le sujet. Je suis toujours en attente de la réponse sur la réforme du concours de l'INSP et de la note éliminatoire de l'anglais, ce qui est assez absurde pour des hauts fonctionnaires qui sont censés promouvoir la pratique du français dans les instances, et on nous demande particulièrement à Bruxelles de parler en français. Je ferme cette parenthèse, c'est hors sujet. Mais voilà, comme vous-même, vous êtes tendu la perche pour que je rebondisse sur ce sujet. Et peut-être une autre question qui revient au cœur de nos travaux. Aujourd'hui, on observe au cours de nos travaux qu'on a quand même un éclatement des structures qui versent de l'argent aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités. Il me semble que ce gouvernement, dans la continuité des derniers gouvernements, a fait de la lutte contre la fraude une priorité. Est-ce qu'en tant que ministre de la Transformation publique, il vous semblerait judicieux de regrouper ces structures de paiement? Je parle bien du paiement, je ne parle pas de l'instruction, parce qu'après, il peut y avoir des questions techniques, mais au moins sur la partie paiement qui, en tant que telle, a quand même quelques opérations techniques à vérifier, et notamment quelque chose tout bête, le contrôle de la
la base des tiers pour s'assurer qu'on verse bien de l'argent à un citoyen qui a le droit de le percevoir. Et puis après, avoir une version consolidée sur combien l'État a versé à chacun au terme d'un exercice budgétaire. D'abord, encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'une forme d'anti-jeu de ma part. La remontée d'informations va nous permettre d'y voir un peu plus clair, puisque l'objectif de l'évolution et de l'évaluation voulue par la refondation d'Action publique, c'est aussi ça. Il y a aussi le fait de savoir qui verse quoi, comment ça fonctionne, est-ce que c'est efficient, est-ce que c'est propre, vous parliez de fraude, et d'avoir, encore une fois, la vision la plus claire possible. La position qui est la mienne est la suivante. Lorsque il y a des soupçons de fraude, une mauvaise utilisation de l'argent public qui est ciblée par la remontée d'informations que nous avons et que vous allez avoir également en tant que commission d'enquête sénatoriale, eh bien là, il ne faudra pas hésiter. Après, en revanche, il y a des organismes payeurs qui peuvent parfois, dans certains cas, faire bien leur travail. Bon, moi, à titre personnel, et là, je parle vraiment à titre personnel, quand il s'agit d'argent public, j'aime bien vraiment encore une fois, le gouvernement, les gouvernants aient la main. Avec les garde-fous, il ne faut pas un fait du prince. Mais encore une fois, lorsque vous avez beaucoup de sommes d'argent importantes qui peuvent être utilisées, c'est bien que chacun assume ses responsabilités, qu'on ne dilue pas la responsabilité. C'est une position que je défends à titre personnel. Pour revenir sur 2-3 sujets qui ont été évoqués cet après-midi, on a auditionné énormément d'acteurs en fait depuis qu'on y est là, depuis début février, à la fois des chercheurs, le corps préfectoral, des administrations, des opérateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis d'avoir une espèce d'image comme ça de l'organisation de l'État aussi. Et la façon dont l'État, qui s'est organisé depuis une bonne trentaine d'années sur un État stratège, et puis des opérateurs qui sont dans l'opérationnalité, à un certain niveau, et qui ont parfois du mal à trouver quelque part leurs relais locaux. Et je dirais que c'est plutôt les relais locaux qui ont du mal à trouver un interlocuteur opérationnel du côté de l'État qui s'est désengagé de l'opérationnalité sur les opérateurs, pour la faire courte et simple, montre bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du dysfonctionnement quand on est sur la mise en œuvre des politiques publiques réfléchies stratégiquement par l'État. Et on voit bien que, et je reviens sur une audition qu'on a fait mi-mars avec justement la Dièse, où la Dièse nous expliquait que dans le cadre du parcours professionnel d'agents d'administration centrale, il était conseillé de faire un petit tour par les opérateurs pour redonner du sens en fait, à leur travail dans le cadre de leur parcours pro. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'administration centrale et les personnes qui les gèrent, techniquement au niveau RH, conseillent et c'est intégré de passer par les opérateurs pour à un moment donné redynamiser quelque part un parcours professionnel et retrouver du sens dans leur travail. Moi, ça m'interpelle très fortement et je mets ça en relation avec la difficulté d'attractivité qu'on peut avoir à la fois, je pense, dans l'administration centrale et pour le coup la création d'opérateurs qui permet peut-être de répondre à ce sujet d'intérêt dans les tâches et peut-être de sortir parfois de la stratégie et d'être dans l'opérationnalité qui permet à un moment donné de redonner du sens dans ces fonctions diverses. Et je pense aussi au corps préfectoral qui à un moment donné redemande à reprendre quelque part, pas tant la main, mais avoir au moins la capacité à savoir ce qui se passe réellement sur leur propre territoire, parce que malheureusement, souvent des projets se mettent en place sans que les préfets soient complètement associés. Ils ne sont pas forcément dans les conseils d'administration des opérateurs et autres. Par contre, quand ça ne marche pas, c'est eux qui se font engueuler sur le terrain. Et à un moment donné, je pense que tout le monde, comme un maire ou un préfet, est évidemment à portée d'engueulade. C'est légitime à partir du moment où on a un peu les mains dans le moteur avec le reste des gens qui font ce travail-là. Et je termine sur un sujet. Et pour moi, tout est lié sur la question de l'organisation de la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial. Et on l'évoquait en aparté en arrivant. La très grande difficulté des collectivités aujourd'hui à pouvoir récupérer une ingénierie locale d'exécution, je dirais plus d'exécution, de mise en œuvre des politiques publiques à la fois dictées
par l'administration centrale, l'État, les préfectures, sous-préfectures et les collectivités elles-mêmes. Et je dirais même qu'aujourd'hui, les comités d'agglomération sont devenus presque des opérateurs de l'État pour la mise en œuvre des politiques publiques, sachant que les préfectures aujourd'hui sont complètement dépouillées de leur capacité opérationnelle. Donc, et tout ça, on l'a vécu dans les auditions, ça nous a été rappelé, on l'a vécu en tant qu'élu local, et on le vit en tant qu'élu local encore aujourd'hui. Et je pense que il y a à la fois la question de la simplification, mais à un moment donné, redéployer en fait des moyens à des endroits où les gens sont les mains dans le moteur et ont besoin d'avoir des bras pour faire le boulot. Et peut-être que c'est très satisfaisant d'être dans la stratégie et de réfléchir sur du temps long. Par contre, à un moment, il faut peut-être s'occuper un petit peu des territoires et remettre des moyens là où il y en a besoin. Monsieur le Président, moi en ce qui me concerne, vous savez, je suis très intéressé par ces sujets-là depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit en introduction de réunions et de discussions et d'auditions. Je connais le terrain et j'en viens et j'ai exercé tout ce que peut exercer un citoyen comme mandat d'élu. J'ai siégé dans des départements, j'ai présidé une agglomération, j'étais maire d'une commune de 75 000 habitants, j'étais conseiller régional, je connais le schéma. Hein. Et je connais le schéma en zone assez périphérique sur une île, donc je sais comment tout cela fonctionne. Moi, mon modèle, il est départementaliste, je vous le dis au départ. Voilà. Je vais être totalement honnête. Je pense que la bonne échelle, c'est le préfet de département. Je voulais avoir une politique de déconcentration où on doit donner beaucoup de clés au préfet de département. La plupart du temps, d'ailleurs, les bons enjeux, et on parle de simplification, souvent la simplification, l'amélioration, elle arrive quoi ? Elle arrive d'une expérimentation. Une expérimentation, vous la menez à quel niveau pour que ce soit départemental, régional? Je ne pense pas que ça ait toujours du sens. Ça peut en avoir chez moi, dans ma région. Quand vous voyez certaines régions, la taille de certaines régions, la manière dont elles ont été créées, notamment par une loi que je n'avais pas votée lorsque j'étais parlementaire, avec le découpage régional de l'année 2015, je trouve que c'est moins simple, même si on a d'excellents préfets de région. On a de grands serviteurs de l'État. Je pense que le bon échelon de déconcentration, c'est redonner effectivement aux préfets de département, pas les clés du camion, de tout le camion. Je suis attaché au rôle de recteur d'académie, c'est important. Je sais qu'ici même et ailleurs, et je peux vous dire partout, le débat sur les agences régionales de santé a existé, etc. Bref, il y a, et on l'a vu notamment lorsqu'on est en crise, ce débat est revenu avec beaucoup de force et de prégnance dans nos discussions. Moi, je crois effectivement donner les moyens aux préfets de département, qui sont véritablement les représentants de l'État, dans un territoire qui, pour moi, a une vraie solidité et une vraie unité opérationnelle. Et on a des exemples. Voilà. Moi, je suis allé dans le Cher pour faire en sorte que les maisons France Service soient, à titre expérimental, dotées des MDPH. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je cherche un département plus urbain pour pouvoir compléter l'expérimentation au moment où je vous parle. Tout ça, c'est fait grâce au président du département du Cher, mais en même temps aussi grâce au travail mené par le préfet du département du Cher. Intéressant. Mon collaborateur est heureux puisque c'est son département. Mais voilà, intéressant, déplacement intéressant, et souvent sur France Simplification, ce sont les préfets de département qui ont fait remonter les enjeux sur les problématiques funéraires, par exemple. Vous savez, les délais. On a eu un allongement de délai. Ça vient d'un département, je ne sais plus lequel, je ne vais pas dire de bêtises, parce que le préfet avait été touché par une situation, quelqu'un était à l'étranger, quelqu'un était mort, il n'avait pas eu la possibilité de revenir, et puis que vous avez un délai qui était assez court, il n'a pas pu assister aux funérailles d'une personne dont il était très proche. Également pour les achats de véhicules d'occasion pour les collectivités locales, ou même pour l'État lui-même déconcentré. Ce n'était pas possible. France Simplification a permis, parce que le préfet de je ne sais plus quel département aussi, il m'excusera, a dit qu'il faudrait quand même qu'on puisse à un moment passer en mode économique, excusez-moi l'expression, et qu'on puisse prendre de l'occasion et pas forcément toujours du neuf, parce que ça coûte de l'argent aux contribuables. Et ça venait souvent des préfets de département. Donc moi, c'est le bon échelon. C'est le bon échelon.
Bon, ensuite, après, effectivement, parler des difficultés rencontrées par les élus locaux, je les connais, je ne les connais que trop, et notamment la répercussion d'un certain nombre de décisions qui ont pu être prises par le passé, notamment sur la préfectorale. Vous savez, moi, je suis issu d'un territoire urbain, certes, mais aussi rural, puisque ma circonscription a 49 communes. Même si j'étais le maire de la commune du centre qui fait 75 000 habitants, il y a des communes, mon village d'origine, il y a 50 habitants. Le fait que la préfectorale, telle qu'on l'avait connue il y a quelques années, ne soit plus la même, sur ces territoires-là, surtout sur ceux qui ont été maires à l'époque, je dirais, où, en plus, on n'a plus de département, hein, encore, vous savez, les conseils départementaux ont été supprimés, il n'y a plus l'élu de proximité qu'on pouvait avoir avec le conseiller départemental ou le conseiller général tel que j'ai pu le connaître lorsque je l'étais moi-même, du rural. Je peux vous dire que ça fout un coup de blues, excusez-moi l'expression, à beaucoup d'élus qui n'arrivent plus à avoir les informations qu'ils avaient, qui ne savent plus vraiment vers quelle porte toquer au moment où ils ont une difficulté. Et moi, je crois en la préfectorale. Bon, vous me direz, c'est normal, je suis ajaccien. C'est un ajaccien qui a créé la préfectorale. Mais je crois en la préfectorale départementale. Je crois en la régionale parce qu'elle peut être très utile dans bien des domaines, mais je crois qu'au niveau de la simplification et au niveau de la présence de l'État, la déconcentration départementale avec le préfet de département, c'est le bon outil de mesure. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Écoutez, il est presque 18 heures. On pourrait parler des collectivités. Ici, on est au Sénat. On pourrait passer la soirée et la nuit parce que je pense qu'on a énormément de choses à... Le dossier est inépuisable quand on est tous les uns les autres des élus locaux encore aujourd'hui. Donc, merci pour cet échange. Merci à Monsieur vous, le ministre, pour le temps que vous avez consacré et d'avoir répondu évidemment positivement à notre invitation. Merci beaucoup. Et puis, pour celles et ceux qui partent en week-end prolongé, ce qui ne sera pas notre cas, écoutez, bon week-end et bon retour. Merci.